La plupart des enfants qui sont dans les orphelinats en Haïti ont toujours des parents. Ils ont toujours des parents, il y en a presque pas qui sont orphelins. Et donc c'est ça qui est grave, donc on crée des orphelins. Moi en tout cas ce que j'ai senti c'est que ma mère m'avait dit, même si je ne le savais pas parce que j'étais trop jeune, mais c'est comme si j'avais un sentiment que ma mère m'avait dit on se reverrait, tu vois. Et donc l'adoption, ça crée toujours beaucoup de questions au niveau identitaire, etc. Donc c'est pas du tout anodin. Et surtout l'adoption de noirs dans des pays de blancs, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de blancs qui sont adoptés dans les pays de noirs? Enfin, Bonjour, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de recevoir Nadia Dor pour parler de sujets graves. Un sujet grave, ça concerne les enfants. C'est le trafic d'enfants en Haïti sous couvert d'adoption. Alors, Nadia Dor est, c'est une Haïtienne qui est née en Haïti. Elle vit aujourd'hui en Belgique. Elle a créé une plateforme qui travaille sur Haïti, s'appelle Couleur d'Haïti, mais c'est pas de ça qu'on va lui parler aujourd'hui. On va à la fois parler de son histoire, qui elle aussi a été une enfant adoptée, mais aussi sur le trafic d'enfants, un sujet sur lequel elle a pas mal travaillé ces derniers temps. Bonjour Nadia. bonjour Guy, bonjour et merci de me recevoir. Alors, merci beaucoup. Alors, je l'ai dit en introduction que c'est un sujet grave, le trafic d'enfants en Haïti, dont on parle très rarement. Et que toi personnellement, tu t'es saisi de la question. Dis-nous pourquoi. Ben parce que ça concerne Haïti, ça concerne ma communauté, ça concerne ma famille et ça me concerne. Donc voilà, donc c'est vraiment l'adoption en Haïti est souvent du trafic d'enfants déguisés. Et c'est le cas pour des milliers d'enfants depuis les années 60 en fait, 70, c'est le cas de milliers, de dizaines de milliers, on ne sait pas c'est combien d'enfants exactement qui ont été trafiqués via l'adoption internationale. Et en fait, les identités sont falsifiées. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une intention de nuire, sinon on ne falsifierait pas les identités des enfants. Ben justement, parce que ça c'est important, on va en parler en détail, mais d'abord, en fait, pour qu'on sache de d'où on parle, d'où toi personnellement tu parles, parce que tu as toi-même été un enfant adopté et tu as été victime aussi de ce trafic. Raconte-nous. Ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc dans le village de mes parents, il y a eu des bonnes sœurs, donc des sœurs catholiques qui étaient dépêchées par un prêtre catholique de Port-au-Prince, qui allait voir les familles donc à la vallée de Jacmel. Et donc ils allaient voir les familles les plus vulnérables et ils proposaient donc de prendre les enfants. D'abord, il disait que c'était pour les mener à Port-au-Prince, pour que les parents puissent être un peu soulagés. Et puis, en fait, il disait que les enfants seraient mieux là-bas. Et puis après, il disait aussi que les enfants reviendraient. Donc, en fait, il y avait vraiment une trahison, puisque en fait, beaucoup de parents sont venus dans l'orphelinat à Port-au-Prince pour essayer de retrouver leur enfant, et l'enfant n'était plus là. Et en fait, les parents ont cherché pendant des années et des années leurs enfants, parce qu'en fait, il y avait vraiment cette promesse que l'enfant reviendrait, etc. Et en fait, à partir du moment où c'est une adoption internationale, en fait, c'est une adoption plénière. Donc, en fait, il n'y a jamais vraiment de retour aux origines, sauf si l'enfant devenu adulte fait la demande. Et donc, avec les identités falsifiées, c'était d'autant plus difficile pour les personnes qui voulaient retrouver leurs origines de pouvoir le faire. Donc, il y a vraiment eu une intention de nuire à ce moment-là. Et François No, qui est donc une personne aussi de la vallée, et lui, il a carrément écrit un livre et il explique tout ça. Il explique, en fait, il fait une analyse autant historique que sociologique de ce phénomène et de ce programme d'adoption qui a eu lieu à la vallée. Alors, en fait, ce n'est pas ciblé uniquement sur la vallée de Jacmel. Les adoptions internationales illicites, illégales, ont été faites partout en Haïti. Donc, c'est pas une question d'un endroit.
C'est vraiment une question systémique, c'est une question globale en fait. Justement. En Haïti. Alors, toi personnellement, parce que c'est intéressant, je l'avais dit que pour comprendre pourquoi tu t'intéresses à ce sujet, parce que toi tu as été victime. Alors, comment tu as été victime? Parce que ça, au fond, les gens qui t'ont adopté, c'était des Belges, c'est ça ou Oui. ça s'est bien passé ou pas ou Ben ça c'est une autre histoire, hein, mais voilà, je dirais que c'est une autre histoire, mais disons que moi j'ai vécu beaucoup de racisme en Belgique, hein, énormément depuis la première année où j'étais en Belgique, j'ai vécu énormément de racisme. Donc est-ce que ça s'est bien passé? Bon, j'ai survécu, donc ça veut dire que ça s'est bien passé. Mais en fait l'adoption, ce que ça fait, surtout dans les années 80, 70, 80. En fait, les Haïtiens qui arrivaient en Europe, etc., étaient vus comme des curiosités, en fait, parce qu'il y avait pas encore beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs, etc. Donc, en fait, dans la plupart des endroits où moi j'allais, j'étais la seule Noire, en fait, tu vois. Et donc, en fait, ça crée beaucoup de racisme. Là, je comprends. Mais à quel moment tu t'es rendu compte et tu t'es posé la question sur tes parents biologiques, ou tu as voulu vraiment savoir ton histoire à quel moment? Ben moi en fait assez jeune, hein, parce que je me sentais toujours connectée avec Haïti, je me sentais toujours connectée spirituellement, je dirais, avec ma mère d'origine. Et donc en fait j'avais tout le temps j'avais régulièrement en fait ce désir d'aller de l'autre côté de l'océan, et donc c'est à 17 ans en fait que j'ai fait la démarche de retrouver ma famille, et ça s'est passé assez vite, et en fait comment dire, c'était via l'organisation d'adoption que j'ai pu les retrouver, et directement en fait l'organisation d'adoption m'a dit il y a des sœurs qui vous cherchent depuis des années. J'ai dit comment ça, il y a des sœurs qui me cherchent depuis des années, ça veut dire quoi ça? Premièrement, moi je croyais que j'avais pas de famille. Deuxièmement, je pensais que j'étais abandonnée. Donc comment ça se fait qu'il y a des sœurs qui me cherchent, que mes parents me cherchent? Comment ça se fait? Donc et puis après, donc une fois que j'ai été mise en contact avec eux, ils m'ont révélé qu'en fait toute mon identité avait été falsifiée, que j'avais pas l'âge que j'avais pas le nom que j'avais, que j'étais pas née dans le lieu de naissance qu'on m'avait dit. Donc tout était faux, le nom de ma mère, tout était faux. Et je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et en fait l'adoption internationale, en fait, fonctionne comme ça dans plein de pays. Je dis que, effectivement, tu es né en Haïti, mais tu es retourné en Haïti, c'est ça? Oui. J'ai vécu là-bas pendant 6 ans, et puis j'ai fait plusieurs voyages de quelques semaines ou quelques mois, oui. Wow, pendant 6 ans? Oui. Ah ouais, et pour faire quoi? Tu étais allé faire quoi? Pour voir la famille ou pour... J'ai été voir la famille, bien sûr. Non, mais pendant les 6 ans, j'ai surtout travaillé au niveau de l'éducation. Donc, j'ai beaucoup géré des projets éducatifs. J'ai donné cours à l'université Quisqueya également. Et puis aussi, j'ai fait beaucoup d'interventions au niveau psychosocial. Donc, moi, c'est ma spécialité. Donc, je suis spécialiste en éducation et spécialiste en développement communautaire. Et donc, j'ai offert mes services en Haïti pendant 6 ans. D'accord. Alors, maintenant, abordons vraiment la question centrale. Oui. C'est-à-dire que la question sur laquelle tu travailles depuis combien de temps déjà, sur le trafic, la question le trafic d'enfants en Haïti via l'adoption. En fait, là, mon média, j'ai commencé mon média il y a un peu plus d'1 an maintenant, et donc c'est à partir de ce moment-là. Enfin, j'avais déjà commencé à écrire pas mal avant, mais je publiais pas. Et puis, quand je me suis dit je vais publier, en fait, plus j'écrivais, plus j'avais des choses à écrire. Et puis après, aussi le livre de François No et l'interview aussi que j'ai fait avec François No m'a aussi donné d'autres informations, et donc j'ai continué à chercher, et puis aussi j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que ça perdurait dans le temps. C'était vraiment quelque chose que je voulais comprendre. Et donc, j'en suis venue à un genre de déni collectif comme ça. Donc, personne n'est vraiment au courant, mais on le sait sans vraiment le savoir, mais personne ne fait rien, personne ne prend position par rapport à ça. Et donc, pourquoi est-ce que Haïti est un pays source et que c'est une fatalité?
Donc pour moi, ça ne devrait pas être une fatalité. Je pense que tous les Haïtiens devraient se mobiliser contre le trafic d'enfants parce que c'est vraiment une perte. C'est une perte pour Haïti. C'est une perte aussi. C'est une déstructuration du tissu social parce qu'il y a eu tellement d'enfants qui ont été trafiqués. Et donc, il y a eu évidemment dans les années 70-80, mais il y a eu aussi après le tremblement de terre de 2010. Donc, chaque fois qu'il y a des crises, après un ouragan, après ceci, après cela, donc il y a toujours en fait cette question et ça passe toujours par la philanthropie. Donc, c'est la philanthropie surtout qui nourrit ce crime. Et donc, à un moment, on peut plus dire que juste Haïti, c'est un pays source et ne veut rien faire. Donc, moi, il me semble que, voilà, c'est pour ça. Donc, moi, je veux pas spécialement parler de mon histoire. Je veux juste me positionner et dire, voilà ce qui se passe en Haïti et informer, sensibiliser sur la question parce que ça arrive vraiment à des dizaines de milliers d'enfants depuis toutes ces années. Ouais, je suis d'accord, on est d'accord. Mais tu conviendras avec moi que ton histoire aussi permet pour ceux qui t'écoutent effectivement de te situer en fait, de comprendre aussi pourquoi cette histoire t'est particulièrement chère. Oui. Alors dans les années 70 et 80, parce que sur ton site effectivement tu as eu un entretien avec François No. Oui. C'est un auteur haïtien qui a travaillé sur la question, qui a écrit un livre, et fait qui raconte que dans les années comment se faisait dans les années 70-80 et l'adoption, etc. Il y avait aussi, tu en parles aussi sur ton site, un programme d'aide, c'est ça? De parrainage. Un programme de parrainage. Oui. Donc, ce programme de parrainage permet à des étrangers d'envoyer de l'argent en Haïti, etc. Et puis après, ça va déboucher sur ce trafic, etc. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, donc en fait, ce que François No explique dans l'interview et dans son livre, c'est que avant le programme d'adoption, il y a eu un programme de parrainage. Et donc, c'était le plan. Tout le monde l'appelait le plan. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était Plan International qui organisait ça ou bien si c'était une autre organisation. Mais donc, en fait, c'était un parrainage où des Européens ou des Américains du Nord envoyaient l'équivalent de $3 chaque mois. Et donc, en fait, cet argent qui était envoyé, évidemment, $3 à l'époque, ça équivalait quand même à beaucoup, ça permettait aux familles de payer ceci, payer cela, etc. Et donc, ils ont commencé à prendre l'habitude de recevoir régulièrement de l'argent. Et donc, ce plan de parrainage a vraiment créé de la dépendance, en fait, vraiment... puisque ça venait chaque mois et que ça a duré pendant très longtemps. Je ne sais pas exactement combien d'années ça a duré, mais ça a duré plusieurs années. Il y a aussi le fait que de temps en temps, il y avait des Occidentaux qui venaient dans le village et donc qui logeaient chez l'habitant. Et donc, pour un Haïtien de la campagne, recevoir un Blanc chez soi, c'était vraiment comme un cadeau. Et donc, c'était ça... François No dit que ça a préparé le terrain pour le plan de parrainage. Alors pourquoi ces étrangers logeaient chez les paysans? C'était quoi l'objectif en fait? Mais ça en fait c'était vraiment pour parce qu'en fait comme ils parrainaient une famille, donc ils venaient voir la famille qu'ils parrainaient en fait. Donc c'était ça. Donc après le truc, c'était aussi de convaincre un peu la famille de leur laisser des enfants, c'est ça? Il y a des familles. À ce moment-là, non. C'était vrai. Ça s'est fait en 2 temps. Donc d'abord, il y a eu ce plan de parrainage. Et puis après, il y a eu les sœurs catholiques qui sont venues, mais pour les paysans haïtiens, c'était comme lié en fait. C'était comme si c'était lié, c'était quelque chose qui faisait partie du même programme. C'est ce que François No explique, que pour eux c'était juste la suite et que comme c'était déjà extraordinaire pour eux de recevoir ce montant chaque mois, plus de recevoir des Blancs chez soi, etc. Tout ça était extraordinaire pour eux. Mais donc quand des sœurs sont allées voir les familles, etc. Donc c'était déjà préparé, quoi. C'est comme s'il y avait déjà eu une préparation. Et donc les enfants, les parents ont donné parfois plusieurs enfants. Parfois c'était leur premier enfant. Donc ces parents n'avaient pas de problème, en fait. Certains parents n'avaient pas de problème pour éduquer leur enfant. C'était quoi la motivation alors? Mais ils faisaient confiance parce que c'était l'Église catholique, quoi. C'était l'Église catholique qui leur demandait. Donc pour eux, ils pouvaient pas refuser. Ils ne pouvaient pas refuser. Et il y a aussi une autre chose, c'est que en fait l'adoption en Haïti existe, mais c'est une adoption interne et en général les enfants, le lien n'est pas coupé et les enfants peuvent retourner voir leur famille à un moment ou à un autre.
Et donc pour les paysans haïtiens de la vallée, ben pour eux c'était un peu ce genre de choses. Donc même si on leur faisait signer un papier qu'ils ne comprenaient pas puisque c'était en français, on leur faisait signer quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, mais pour eux, dans leur tête, c'était l'enfant allait revenir à un moment. Et donc, comme l'adoption existait déjà d'une façon pas plénière, donc d'une façon où l'enfant revenait, donc les parents pensaient que ça allait être comme ça. Et on leur a fait quoi aussi que l'enfant va être éduqué, il va revenir, il va devenir quelqu'un, etc. Exactement. Donc il y a eu vraiment une trahison puisque après, l'identité des enfants a été changée. Et s'il y a eu beaucoup de cas de ce... Il y en a eu beaucoup. Parce que déjà, juste François Hanot dit qu'il y a eu plusieurs milliers. Mais seulement à la vallée. Donc imagine dans le pays entier, parce qu'après il y a eu des programmes d'adoption un peu partout aussi. Donc c'était soit des ONG ou bien soit encore l'Église catholique qui organisait ça. Mais l'Église catholique, est-ce que c'était de façon consciente? Les chercheurs faisaient ça vraiment, sachant que c'est un programme qui trompait les parents, ou bien ils étaient pas, les sœurs n'étaient pas conscientes, pensaient aussi comme les paysans. Les sœurs, je ne sais pas, mais le prêtre, c'est sûr qu'il savait. Le prêtre, c'est sûr qu'il savait. Donc le prêtre qui était à Port-au-Prince, c'est sûr, parce que c'est lui en fait qui a organisé tout en fait, qui organisait avec les organisations d'adoption à l'étranger, qui organisait tout le trafic. Et c'est aussi à partir de lui que les identités ont été falsifiées. Donc les sœurs catholiques, je ne sais pas si elles ont cru faire bien, ou bien si certaines d'entre elles étaient au courant. Mais comme il y avait falsification des identités à un moment, et surtout, à partir d'un moment, il y a eu des parents qui sont venus voir à Port-au-Prince, là où le prêtre était, et qui sont venus redemander leurs enfants. Donc, ils ont bien dû à un moment se dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ouais. Donc comme tu m'expliquais avant, et que François Hanot, c'est à un moment les paysans lui demandaient est-ce qu'il n'aurait pas des nouvelles. Oui, exactement. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que ça vraiment c'est quelque chose qui se faisait c'était systématique. Exactement. Donc en fait, François Hanot, lui, n'a pas vécu d'adoption ni dans sa famille, etc. Mais il a eu en fait la possibilité d'aller travailler à l'étranger, de faire des études, etc. Et donc quand il est revenu à la vallée, pour travailler, pour vivre un peu là-bas, donc il y a eu plusieurs familles qui sont venues le voir pour lui demander, mais est-ce que tu peux nous aider à retrouver nos enfants parce que on n'a plus de nouvelles et donc on voudrait vraiment avoir des nouvelles. Et donc François Hanot en fait se demandait mais qu'est-ce qui s'est passé, parce que lui en fait quand il y a eu ce programme d'adoption, c'était encore un adolescent, donc en fait il n'avait pas encore vraiment une réflexion par rapport à ça. Et donc c'est seulement des années plus tard, parce que le livre est sorti en 2013, donc c'est des années plus tard que il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et donc il a commencé à faire une recherche, à faire une enquête et à parler de plus en plus avec les familles. Donc il a organisé des rencontres aussi avec les familles là-bas pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et petit à petit, il a vu un tableau se dessiner. Voilà, il a vu un tableau se dessiner et c'est pour ça qu'il a écrit ce livre. D'accord, je rappelle que François Hanot, c'est un auteur haïtien. Et son livre s'appelle Non, civilisation. Donc c'est en créole, mais je conseille vraiment à tous les Haïtiens de lire ce livre parce que son analyse vraiment, c'est d'abord une analyse historique du phénomène, une analyse sociologique, et puis après il entre dans le questionnement. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque, quoi. Et donc vraiment, je recommande à tout le monde de lire ce livre, vraiment, à tous les créolophones en tout cas. Très bien. Alors, mais ce problème-là, en fait, n'est pas cantonné uniquement aux années 70-80. Et comme tu l'as dit au début, donc à chaque crise en Haïti, il y a toujours une sorte de dérive par rapport à ce qu'on appelle l'adoption. Et après le tremblement de terre en 2010, en fait, où Haïti était surnommé par la presse internationale pays des ONG, j'imagine que la situation était en fait cette situation que tu décris était encore plus grave. Exactement. Donc après le tremblement de terre de 2010, donc
En fait, les crises en fait ne créent pas le trafic, mais les crises créent un vide qui permet aux trafiquants de faire leurs crimes. Donc c'est pas les crises qui créent le trafic. C'est vraiment parce que les gens savent que Haïti c'est un pays source, que Haïti était en crise après le tremblement de terre, qu'il y a eu plein de criminels, mais ça s'est passé aussi en Thaïlande après le tsunami, ou bien au Libéria après la guerre, au Guatemala après la guerre civile. Donc c'est chaque fois qu'il y a des crises en fait dans les pays plutôt du sud, puisque dans le nord ça se passe pas trop, mais donc ça se passe à chaque fois. Et donc après 2010, ce qui s'est passé, en fait, il y a eu l'histoire de Laura Silsby. Et donc Laura Silsby, elle a été prise en flagrant délit de trafic de 33 enfants haïtiens. Elle a été prise à la frontière dominicaine et donc elle a été ramenée à Port-au-Prince avec les enfants. Les 33 enfants avaient encore des parents, ou bien 32 sur 33 avaient encore des parents, et le dernier avait encore une famille. Donc en fait, c'était pas du tout des orphelins. Déjà, ça c'est très grave. Et donc en fait, Laura Silsby a passé donc un peu de temps en prison, et le premier ministre de l'époque, je ne sais plus comment il s'appelait, envoie aussi un email qui est sur WikiLeaks où il dit les missionnaires qui étaient avec Laura Silsby savaient que ce qu'ils faisaient était mauvais. Et tu vois, enfin voilà, ils savaient que c'était pas bien ce qu'ils faisaient. Et donc en fait, Laura Silsby a pu être libérée après seulement 3 mois de prison parce que Bill Clinton est intervenu, et donc de trafic d'enfants. Son crime s'est passé à voyage irrégulier. Le ministre de cette époque a refusé l'extradition, mais il y avait tellement de pression pour avoir cette extradition, de la part des Clinton, etc. Mais il a tenu bon, mais elle n'a fait que 3 mois de prison pour avoir tenté d'enlever 33 enfants qui avaient leurs parents après un séisme voilà. C'est extrêmement grave. Mais elle était quoi? C'était une missionnaire? Elle disait qu'elle était missionnaire, voilà. Donc et donc 2 mois avant le tremblement de terre, elle avait créé une organisation caritative qui s'appelle New Children Refuge ou quelque chose comme ça, et elle voulait donc construire un orphelinat en République dominicaine et amener des enfants haïtiens dans cet orphelinat. Et donc, du fait qu'elle a été arrêtée, etc., ça ne s'est pas passé. Alors, ce qui est grave aussi, c'est que une fois qu'elle a été libérée, elle est retournée aux États-Unis. Elle a changé de nom, mais ça c'est un autre problème. Mais elle a eu un poste de cadre sur une plateforme qui s'appelle AlertSense et qui est prévient de qui fait des alertes pour les enlèvements d'enfants. Donc elle a tenté d'enlever 33 enfants en Haïti et on la met comme cadre dans une plateforme qui récupère tous les signalements d'enfants. Donc voilà, et c'était Hillary Clinton qui était secrétaire d'État à ce moment-là. Donc si vraiment elle avait voulu faire quelque chose, elle pouvait. Tu m'expliquais tout à l'heure effectivement qu'il y a eu un échange assez vif pendant la campagne présidentielle entre Donald Trump et Hillary Clinton sur ces questions, et concernant Haïti, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc en fait, une des raisons pour lesquelles Hillary Clinton n'a pas gagné en 2016, c'est parce que en fait, pendant sa campagne présidentielle, cette histoire, toutes les histoires par rapport à Haïti sont ressorties. Donc le fait du trafic d'enfants, le fait de la mauvaise gestion des fonds qu'elle devait gérer par rapport à la reconstruction après le tremblement de terre, etc. Et donc tout ça est ressorti juste avant les élections, pendant sa campagne présidentielle. Et en effet, et donc il y a eu beaucoup d'articles aux États-Unis qui disaient mais quelle honte, la honte des Clinton, etc. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait connu, qui est voilà. Et en effet, pendant le discours d'investiture de Donald Trump, il a dit à un moment: ah oui, il faut toujours un village pour éduquer un enfant, et toi, Hillary, tu le sais mieux que tout le monde, puisque avec tous les enfants que tu as pris en Haïti. Donc, il l'a dit. Ouais. Il l'a dit clairement. Donc voilà. Et
Et là maintenant, ben c'est toujours en cours. Et donc il y a eu Shani King qui a fait tout un article, toute une analyse sur ça, etc. Donc en fait c'est dans des rapports, c'est connu. Donc c'est pas du tout quelque chose de caché. Alors pourquoi personne n'en parle? Parce que quand on parle d'Haïti, effectivement, on parle surtout de la pauvreté des gangs, surtout. Mais cette histoire-là, trafic d'enfants, de temps en temps, on peut trouver, voilà, par-ci par-là, un article sur la question, mais pas comme tu es en train de nous l'expliquer là, hein, vraiment, parce que on imagine que Haïti, l'État est décapité, donc c'est le terreau favorable. Oui, tout à fait. Et pourquoi, d'après toi, il y a une espèce d'omerta sur cette question? Mais parce qu'en fait, c'est lié à la philanthropie. Donc, en fait, c'est la philanthropie qui nourrit ce crime. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé donc, c'est la même histoire que Laura Silsby ou que d'autres, en fait. Donc, c'est sous couvert de charité, sous couvert de philanthropie que tout ça se passe. Donc, et donc, en fait, c'est quand il y a le triangle de Karman avec sauveur, bourreau, victime. Ah ben en fait si tu pointes du doigt le sauveur, parce que là tu vois donc c'est comme si c'est les sauveurs qui font le mal, tu vois. Ben du coup tu n'es pas crédible, tu vois. Tu n'es pas crédible si tu dis ceux qui font la philanthropie etc. sont les méchants. Ben il y a personne qui va te croire parce que tout le monde ce sont des valeurs que tout le monde a envie pour lesquels tout le monde a envie de contribuer en fait, hein. Donc sauver les enfants, etc. Mais la philanthropie en fait ne devrait pas sauver les enfants en fait. Il devrait renforcer les familles, renforcer les communautés, renforcer les institutions publiques pour qu'elles puissent s'occuper des enfants. Donc, mais ce qui s'est passé après le tremblement de terre, en fait, c'était la crise des orphelins. Donc, c'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est que les philanthropes ont dit que après le tremblement de terre, il y avait une crise des orphelins, donc il fallait des orphelinats. Et donc en fait, ils ont financé des orphelinats et ils finançaient ces orphelinats au nombre d'orphelins. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les responsables des orphelinats? Ils ont créé des orphelins. Donc tout simplement, ils ont créé donc la plupart des enfants qui sont dans les orphelinats en Haïti ont toujours des parents. Ils ont toujours des parents, il y en a presque pas qui sont orphelins. Et donc c'est ça qui est grave. Donc on crée des orphelins. Et puis après on les vend, parce que c'est ça, hein, c'est le trafic d'enfants. On vend ces enfants. Et une adoption, avec certaines organisations, ça peut coûter jusqu'à 10 000 à 15 000 $ US une adoption. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ah oui, mais l'argent va où? En fait, là, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a 70 millions. À ce moment-là, il y avait 70 millions de $ US pour financer les orphelinats après le tremblement de terre. Par an. D'accord? Donc, chaque année. Et donc, il y avait 750 orphelinats, dont seulement 35 étaient déclarés. D'accord. Et donc ces orphelinats recevaient de l'argent des organisations d'adoption, des parents qui voulaient adopter, et donc en fait ils finançaient les orphelinats. Et donc les responsables d'orphelinats, eux, créaient des orphelins pour recevoir toujours des financements. D'accord. Mais les parents aussi reçoivent de l'argent un peu ou pas? En général non. En général, non. Donc, en général, c'est plutôt une promesse. C'est plutôt une promesse de dire plus tard, voilà, ou bien alors, ça peut être très très peu, tu vois. Donc, genre, je te donne 100 $, tu vois. Je sais pas, tu vois, je sais pas exactement. Est-ce que, mais en général, les familles ne recevaient pas vraiment d'argent. C'était surtout les orphelinats qui recevaient l'argent. Mais ce que tu es en train de nous décrire là, voilà, ça c'est le côté un peu, comment dire, sombre de la chose, mais fait, l'adoption normale, légale, ça existe, non? Parce qu'il y a des enfants qui sont adoptés en Haïti, fait, qui sont adoptés en Occident, des enfants haïtiens qui sont adoptés, où ça se passe plutôt bien, ça se passe bien même pour certains, non? Oui, ça arrive, hein, mais de toute façon, l'adoption c'est toujours difficile, hein, d'accord. Donc, il y a des études, hein. Il y a une étude, je pense que ça a été fait en Norvège sur 80 années, d'accord. Donc pendant 80 années, ils ont analysé ce que ça faisait l'adoption, et donc on voit que les adoptés ont 50 fois plus de chances de tomber, d'être malades, de se suicider, d'être délinquants, tu vois. Donc ça crée vraiment des problèmes au niveau de la société elle-même. Donc en fait l'adoption c'est jamais anodin.
C'est jamais anodin. Alors évidemment, il y a des adoptions qui se passent bien, mais à partir du moment où l'adoption est faite sur la trahison, est-ce que vraiment tu crois que ça peut vraiment bien se passer, tu vois? Parce que moi, en tout cas, ce que j'ai senti, c'est que ma mère m'avait dit, même si je ne le savais pas parce que j'étais trop jeune, mais c'est comme si j'avais un sentiment que ma mère m'avait dit on se reverrait, tu vois? Et c'est pour ça que j'ai toujours tenu le lien, parce que j'avais toujours oui, cette impression quelque part en moi, tu vois, et donc l'adoption, ça crée toujours beaucoup de questions au niveau identitaire, etc. Donc c'est pas du tout anodin, et surtout l'adoption de noirs dans des pays de blancs, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de blancs qui sont adoptés dans les pays de noirs? Enfin, tu vois, donc ça cause des questions, je trouve, ça pose des questions, pardon. Et donc voilà. Alors moi je suis toujours très très contente d'entendre des histoires d'adoption qui se passent bien, mais j'en ai entendu très très peu. Ouais. Et d'ailleurs, François Naud, en fait, devait écrire un deuxième ouvrage, d'accord? Donc le premier ouvrage, c'était l'analyse historique et sociologique, et le deuxième, il voulait prendre des témoignages. Et en fait, donc il a commencé son enquête par rapport aux témoignages. Et en fait, ce qu'il a entendu l'a tellement choqué qu'il a décidé d'arrêter son livre. D'accord. Donc imagine ce qu'il a entendu. Des histoires des familles ou des enfants qui sont adoptés? Les deux. Alors, ce que j'aimerais savoir, est-ce que juridiquement, est-ce qu'il y a moyen que, on va dire moyen que toutes ces familles-là qui ont été, dont les enfants ont été enlevés, est-ce qu'il y a une forme de, comment dire, est-ce qu'il y a une façon de rendre justice un peu, de rendre ces enfants-là, ces familles, pour ceux qui sont pas encore adultes, hein. Je veux dire, qu'est-ce qui peut être fait juridiquement, ou bien là, il y a rien à faire. Bon, voilà, c'est une question personnelle et intime à chacun de voir comment il peut régler le problème. Non, en fait, des choses peuvent être faites, parce qu'il y a eu le cas au Guatemala. Donc il y a Colline Fanon, donc qui est une Guatémaltèque qui a été enlevée à la naissance. Donc en fait, on a dit à sa mère que l'enfant était mort-né, et donc elle a été adoptée en Belgique. Une fois qu'elle a commencé à faire des recherches, elle s'est rendue compte qu'en fait sa mère était toujours vivante, et donc en fait elle a commencé à faire des recherches sur le trafic d'enfants au Guatemala. Et elle a fait vraiment tout un parcours juridique, et elle a réussi à faire entendre sa cause au niveau fédéral en Belgique. Et ça a eu des conséquences au Guatemala, où en fait il y a eu des actions qui ont été menées. Je ne sais plus exactement quelles actions ont été menées, mais en tout cas, il y a eu une reconnaissance déjà. Et ça, c'est déjà le principal, parce que pour les victimes, en fait, le déni et l'omerta complète, en fait, c'est le pire. Donc, pour les victimes, pour les témoins, en fait, il faut au moins une reconnaissance, et le déni collectif n'est plus possible, en fait. Et donc, c'est ça. Alors, est-ce qu'en Haïti, une reconnaissance va pouvoir être possible? Ça, je ne sais pas. Il faudra voir avec le prochain gouvernement ou les prochains gouvernements. Mais en tout cas, il y a possibilité de faire quelque chose, de déjà reconnaître ce qui s'est passé, et puis après de voir comment est-ce qu'on peut faire quelque chose. Mais moi, en fait, quand j'ai découvert que j'avais été, que j'étais issue d'un trafic, que je suis une survivante du trafic d'enfants, j'ai contacté l'organisation d'adoption, j'ai contacté l'organisation qui s'occupe des adoptions au niveau national en Belgique, etc. Et moi, en fait, ma question ou bien ma demande, c'était, mais au moins prévenez les gens, prévenez les familles, prévenez, même si, parce que autant les familles adoptantes étaient aussi trahies, parce que pour elles, en fait, l'enfant était vraiment orphelin. Ah oui, ça c'est important de le dire, effectivement. Oui. Les familles adoptantes, souvent, elles sont pas au courant. Exactement, ça, parce que c'est l'organisation d'adoption qui fait le maillon, en fait, qui fait le lien. Et donc, voilà, donc, parfois, les familles adoptantes sont au courant, parce que parfois, donc, par exemple, là, il y a eu, récemment, j'ai lu un témoignage où c'était
pour le trafic d'organes. Donc en fait, la famille avait un bébé de 2 mois. Elle a adopté un autre bébé de 2 mois en Afrique, je sais plus dans quel pays, parce que en fait leur propre bébé avait un problème de rein ou je sais pas quoi. Donc c'était pour que ils ont adopté pour prendre un organe, tu vois. Ah, c'est affreux. Ah oui, oui. Donc dans ce cas-là, tu vois, la famille est bien au courant que c'est du trafic. Donc voilà. Donc, mais donc ça dépend les situations. Tu vois, donc il y a des situations où la famille adoptante n'est pas du tout au courant. Il y a des situations où la famille est au courant. Et donc, en fait, pour moi, je pense que ce serait nécessaire au moins qu'il y ait une information, une sensibilisation et de pouvoir dire, mais êtes-vous sûr que votre adoption était vraiment saine, je dirais, était vraiment... Voilà, et donc je pense que ce serait nécessaire. Et donc moi, en fait, l'organisation d'adoption au niveau national en Belgique ne m'a jamais répondu. Et l'organisation d'adoption m'a dit, c'était comme ça à l'époque. Voilà, c'est les seules réponses que j'ai eues par rapport à ma demande d'informer les autres familles. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais en Haïti, quand j'étais dans le village de mes parents, j'ai eu des mères qui sont venues me dire, mais est-ce que tu as vu mon enfant en Europe? Mais moi, j'étais traumatisée, en fait. Tu t'imagines, j'étais jeune et j'ai des mères qui me disent, est-ce que tu as vu mon enfant en Europe, quoi? Moi, j'étais là, mais c'est pas possible. Donc, il y a des parents qui m'ont dit, écoute, mon enfant, il s'appelle comme ça, essaye de le retrouver, etc. Mais déjà, l'organisation d'adoption ne voulait donner aucune information. Et puis après, en fait, ils n'ont pas voulu non plus aller plus loin alors qu'ils sont au courant, puisque comme ça faisait des années que des sœurs me cherchaient, ça veut dire que ça faisait des années qu'ils savaient qu'il y avait eu trafic d'enfants. Mais il y a aussi cette idée que les familles aussi, qui donnent leurs enfants pour l'adoption, que vraiment c'est une façon d'assurer un avenir meilleur pour ces enfants-là, sur le plan matériel, etc. Donc il y a aussi cette idée, je me dis au départ aussi, cet espoir que cet enfant-là ait une vie meilleure. En fait, je sais pas, non? Oui, mais oui, tout à fait. Hein. Donc en fait, à la base, je pense que ça, il y avait des intentions qui n'étaient, je sais pas exactement comment dire, mais en effet, oui, pour les familles, c'était ok. Donc l'enfant va aller, mais voilà, c'était vraiment le fait du retour, en fait. Tu vois, donc c'est là où ça coince. Pour les familles haïtiennes, c'est là où ça coince, c'est le fait qu'on leur a dit que l'enfant allait revenir et qui ne pouvait pas revenir, qui ne pouvait plus avoir de nouvelles. Donc, moi, ma famille, par exemple, a demandé pendant des années à avoir juste une photo. Tu vois, juste une photo, juste un petit mot, tu vois, mais c'était juste pas possible, en fait. Parce que moi, ma famille adoptive n'était même pas au courant qu'il y avait cette demande. Ils étaient pas au courant que j'avais des parents et une famille. Donc, ah ouais, quand même. Ah oui. Ah oui, pour eux, j'étais orpheline. Ah d'accord, ok. Ah oui. Ah. Oui. Donc c'est ça qui ne va pas en fait. Mais ces familles haïtiennes qui pensaient donner le meilleur, mais c'était vraiment sur ce modèle de l'adoption haïtienne. Donc c'est un autre modèle, c'est pas l'adoption plénière. Ouais, et pour ça, ils étaient pas au courant. On rappelle que le modèle haïtien, c'est le fait de quand l'enfant est adopté, il a encore des contacts avec la famille d'origine. Exact. Ouais. Alors, maintenant, aujourd'hui, Nadia, donc, tu es, très impliqué dans ce combat-là. Ça prend quelle forme en Europe, puisque tu vis en Belgique? Ça prend quelle forme? Ça prend la forme de l'information, de la sensibilisation. Dis-nous ce que tu fais concrètement, vraiment pour sensibiliser les gens. C'est surtout sensibilisation et information sur mon média. Donc là, j'ai écrit 4 articles. J'ai publié aussi l'interview de François No. Et donc, en fait, j'essaye de donner un peu de visibilité à ce sujet parce que ce que je me rends compte, c'est que peu de gens sont au courant, autant les Haïtiens que ailleurs. Donc et je me dis ça doit être connu, ça ne doit plus être une fatalité à cause du déni collectif. Il faut que les gens sachent. Et il faut aussi que l'information soit diffusée et que il puisse y avoir petit à petit une reconnaissance, parce que pour les victimes, en fait, il y a rien de pire que d'avoir un déni devant soi. Donc, il faut d'abord une reconnaissance, il faut d'abord que les personnes puissent se dire, ah oui, il se passe ça en Haïti, c'est très grave.
et se mobiliser. Et se mobiliser, c'est quoi? C'est déjà d'en parler. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose que tout le monde peut faire, parce que je pense que beaucoup de personnes, que ce soit en Haïti ou ailleurs, ont déjà entendu parler de ça. Donc ils sont plus ou moins conscients quelque part de ça, mais ça ne passe jamais vraiment de façon consciente et concrète dans la réalité par des actes. Et les actes, le premier acte, c'est d'en parler autour de soi. Et donc après, on peut faire plusieurs choses. On peut soutenir les victimes, on peut soutenir les organisations, les médias, on peut ou bien alors vraiment faire du militantisme, de l'activisme, être plus proactif par rapport à cette question, mais déjà d'en parler. Voilà, merci beaucoup Nadia Dor d'être venue nous parler de ce sujet grave, sur lequel je travaille beaucoup. Et on espère tous qu'un jour, ce déni collectif soit derrière nous. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à ton équipe de m'accueillir pour pouvoir en parler. Je pense que ça va avoir un impact. Merci beaucoup. Je l'espère aussi. Merci beaucoup.